Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur Étoile Lunes TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. On va parler politique. Hein? Malobaka, chaque chose a sa fin. Il y a un début pour une chose et à la fin pour une chose. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la fin de la guerre à l'est du pays? Est-ce que finalement, ce n'est pas la nouvelle que tout le monde attendait, tous les Congolais, parce que on a grandi dans la guerre, avec du temps de Mobutu, avec vers les années 1963-65, il y avait déjà des milices Simba et Moulele, et il y avait toujours la guerre, hein? Bien que du temps de Mobutu, c'était pas vraiment récurrent, mais quand même, on a toujours été là, RDC a toujours été en guerre. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas en train de terminer cette guerre? C'est la question que je vous pose. C'est la question qu'on se pose. Parce que il y a un ministre, le ministre du Commerce extérieur, il a dit quelque chose. Il a dit que la guerre est terminée. Hein? En tout cas, il parie que Félix Tshisekedi a réussi là où beaucoup ont échoué. Ou je peux dire là où tout le monde a échoué. On va vous parler de ça. L'avenir de la RDC, l'avenir sécuritaire de la RDC. On va en parler aujourd'hui. Avant cela, je vous passe d'abord un message de nos frères congolais, les Congolais de la diaspora. On les appelle la Ligue des Patriotes. Ils sont en Belgique. Ils ont eu un message à lancer. Ils lancent le message de M23. On les suit d'abord. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Nous qui représentons la Ligue des Patriotes congolais de Belgique, nous voulons être très clairs aujourd'hui. Il n'y aura aucune tolérance pour le recrutement ou le soutien au M23 ou à AFC, ce que vous voulez. La diaspora congolaise est vigilante, on ne laissera rien passer. On ne laissera rien passer du tout. Nous sommes là et nous sommes prêts. Nous sommes là et nous sommes prêts à toute éventualité. Nous n'avons qu'un seul pays, un seul Congo, un seul Congo, un seul Congo, Ingeta, Ingeta. À vous les ennemis du peuple congolais, AFC, M23, vous allez que Sabino lisusu, mabele oyo, ezali mabele na bino te, ezali Europe. Donc on est ça la conférence na bino na Rwanda. Na Rwanda, boke na Rwanda, mais awa to boy yango, mabele oyo ezali ya bino te, mabele oyo ezali ya bino te, mabele oyo ezali ya bino te. Alors, tout le monde a besoin de sous le Congo, au Congolais, le Congo, au Congolais, le Congo, au Congolais. Ingeta. To le but était Matali, likamona mabele, likamona bokoko kotika soda bala mboka. Nungu comme mautuko de kamikolo minuti mibale ya boye. M23 tope baike oyo bakate kati la biso boye. Elongo na ba corrompu, na ba inconscient, tokopota na bango tina suka. Na mabela bakoko, na mabelo ya biso tokotika te. Awa te. Espace européen awa te. Mabele ya bakoko bakela biso Congo belge. Awa te. Ingeta. Moko. Voilà. Par rapport à ce message qu'ils ont lancé à M23, pour ceux-là qui ne comprennent pas, le M23 est composé des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Il y a les Banyamulenge et les Rwandais. Hein? Les Banyamulenge, vous savez, il y a des Banyamulenge qui sont congolais. Et il y a aussi des Rwandais, hein, purement et originairement du Rwanda. Alors, ils lancent ce message à ces gens-là. Ces gens, ils sont stratèges, si je peux le dire.
ce sont des gens qui sont organisés. Ils savent comment accroître leur circuit, leur réseau. Alors, ils le font par plusieurs façons. Ils sont en train de recruter. Tout le monde sait aujourd'hui que les Congolais font partie, ou je dirais, le Congo fait partie des pays les plus pauvres du monde. Alors, dans cette idée-là, si quelqu'un veut escroquer un Congolais, on trouve que c'est facile. Vous voyez, pour ceux-là qui sont sur Facebook, je pense que vous l'avez déjà vu, ces messages-là, une vieille dame, soi-disant, du Canada, qui a ses biens, soi-disant, elle a besoin que vous puissiez lui envoyer de l'argent, et puis à tel numéro, comme ça, il y a quelqu'un qui va vous envoyer, c'est tout ça, c'est beaucoup de choses, c'est un héritage. Alors, envoyez juste l'argent du billet, on va vous envoyer ça. Ce sont des messages que nous tous, nous avons déjà reçus. Alors, c'est trop facile d'escroquer un Congolais. C'est une triste réalité, on ne peut pas nier ça. Alors, on a vu que ces gens ont vu que les Congolais souffrent. Alors, si on peut offrir de l'emploi à ces mêmes Congolais, ils peuvent travailler pour nous. Je vous avais passé l'exemple de ce Congolais-là, le Sud-Africain, c'était sur des cryptages politiques. C'est Congolais qui vivait en Afrique du Sud, qui avait été tué. Il était un ingénieur informaticien. Il a reçu une offre d'emploi en Ouganda. Ces gens-là sont basés un peu partout. Ils ont leur bureau de recrutement, leur réseau de recrutement. Alors, le monsieur il a reçu l'offre d'emploi. Il devait se rendre là-bas en Ouganda pour travailler. On lui a même offert un meilleur salaire. On sait que si on propose tel montant, il ne peut jamais refuser. Vous voyez. Alors, il a accepté. Il est parti là-bas. Il a trouvé des gens qui travaillaient là-bas. Alors, il a compris que c'était un piège. Ces gens-là, c'était des M23, c'était des Rwandais. Alors, il a commencé à envoyer des messages aux membres de sa famille en Afrique du Sud et au Congo pour dire que non, il s'est retrouvé piégé là où il est en Ouganda. Il travaille pour des Rwandais. Alors, il ne savait pas que tous les téléphones qu'ils utilisaient étaient espionnés, si je peux le dire. Tous les Rwandais voyaient ou lisaient tout ce qui était écrit, tout ce qui s'écrivait sur ces téléphones-là. Alors, les Rwandais ont compris que les messieurs étaient en train de les lâcher, de dire la vérité par rapport à ces gens-là. Alors, ils ont décidé de l'abattre. Ils l'ont abattu. C'était un mardi comme ça, le matin. Dans la matinée, ils l'ont abattu et puis ils ont écrit des écritures en Kinyarwanda. Ils ont écrit là sur le drap qu'on a couvert. Je vous avais montré même les photos de ces messieurs-là. Alors, ce réseau-là ne s'est pas limité seulement en Afrique du Sud, ne se limite pas seulement en Afrique du Sud. Il est allé trop loin jusqu'en Belgique pour recruter des Congolais, pour que ces gens puissent commencer à travailler pour eux. Alors, voilà pourquoi cette ligue ici des patriotes s'est levée pour dire pas question, on est vigilant ici, vous ne pouvez pas essayer ça ici. Alors, c'est une bonne chose pour tous les Congolais, aussi pour tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde. En tout cas, je vous prie de ne pas céder, je vous prie de ne pas tomber sur ce genre de messages, des offres d'emploi et consorts. Soyez contentez-vous de ce que vous avez, ou bien si vous voulez d'abord tenter, personne ne peut refuser des offres d'emploi, des meilleurs salaires. Vérifiez d'abord l'authenticité ou la crédibilité de ces agences-là qui vous offrent ces emplois-là. Vérifiez tout. Par exemple, si on vous dit que l'agence est en Afrique du Sud, cherchez des personnes qui vivent en Afrique, en Afrique du Sud pour vérifier l'authenticité ou la crédibilité de cette agence. Si c'est en France, vérifiez d'abord. N'allez pas juste pour aller parce que vous avez besoin de l'argent, ça vous trouble la tête, vous oubliez tout. Vous pouvez perdre votre vie inutilement. En tout cas, c'est une très bonne chose. J'encourage vraiment nos frères, nos Congolais de la diaspora, surtout en particulier ceux de la Belgique. Pour ce qu'ils ont fait,
ça interpelle. Je crois vraiment que ça va beaucoup aider les autres Congolais qui sont là-bas, qui pouvaient peut-être se retrouver dans le même piège. Alors, je vous passe d'abord, je reviens sur le cas Paluku. Hein? Je reviens sur le genre, le monsieur, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. On le suit et puis je vous reviens juste après. Voilà. Je prends le risque. Je prends le risque de dire que ça c'est la dernière rébellion en République démocratique du Congo. Je prends ce risque. Au regard de ce que je vois, c'est que le gouvernement conduit par son Excellence Madame ici présente, ce que vous êtes en train de faire, ce que le président est en train de faire, je prends donc ce risque. Pourquoi? Deux réponses majeures. La première, elle est diplomatique. On est en train de couper toutes les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda. On a signé l'accord que vous avez suivi à Washington. Nous allons nous rendre bientôt. Vous allez dire que c'est pourquoi j'ai pris le risque. On va se rendre bientôt à Abu Dhabi pour signer un accord avec les Émirats Arabes Unis. C'est dans cet espace où 80% des minéraux en provenance du Rwanda étaient dirigés. On va couper les fils pour qu'on commence à traiter directement avec eux, sous l'autorité de Madame la Première ministre ici présente. La réponse suivante, elle est sécuritaire. Pendant tout ce temps que vous avez suivi, les rébellions se succédé, eh bien, il y avait une infiltration massive au sein de l'appareil judiciaire. Et ce gouvernement ici est en train de faire un nettoyage systématique pour extirper de l'appareil sécuritaire toutes ces patates pourries qui en fait contaminaient le reste de l'appareil et nous amenaient à des échecs sur une période de 20 ans. Et donc le risque que je prends, il est appuyé par cet argumentaire que je voudrais partager avec la population de Goma, de Butembo, de Beni, de Bukavu, de Uvira, que c'est la dernière rébellion. Et je vous prends en témoin. Voilà. Ce même Julien Paluku, il a dit aussi quelque chose que je vais lire pour vous. Il était devant l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Là, nous sommes à Kinshasa. Il a dit quelque chose. Le volume des exportations de minerais est passé de 70 millions à 2 milliards de dollars au Rwanda en une année, qui ne dispose pourtant pas de gisements miniers. Les véritables FDLR qu'il poursuit en RDC, ce sont les minéraux congolais. Donc, les véritables FDLR que le Rwanda poursuit en RDC, ce sont les minéraux congolais. Là, il a dit que les minéraux congolais, les exportations des minéraux, la valeur, là on parle de la valeur, est passée de 70 millions à 2 milliards de dollars. Alors, je vais vous passer aussi une petite vidéo. La vidéo de... Là, c'est les Rwandais qui nous parlaient aussi. In countries, this is not just reaffirmation. It is a reminder of promises made but too often ignored, of concerns raised and dismissed, of warnings that went unheard. Much is said today about a crisis of the rule of law. For us, this is not new. Developing countries have long experienced selective justice, uneven accountability, and a system that punishes the weak while excusing the powerful. Too often, international law is invoked only when it serves certain interests. Mr. President, the erosion of the rule of law did not begin yesterday. It began when legality became conditional, when good faith was proclaimed but not practiced, and when the charter was treated as optional. The problem before us is not a lack of law. It is a lack of courage to apply it fairly, consistently, and universally. The charter is clear.
Sovereignty is not negotiable. Human dignity is not hierarchical. The prohibition on the use of force is not subject to convenience, and accountability is not optional. Yet, this council hesitates while civilians die. Persecution based on identity continues while debate replaces decisive action. Violations of international humanitarian law are discussed rather than condemned. Silence and selective enforcement erode trust faster than any weapon. At the same time, the legitimate security concerns of states, particularly those facing real and persistent threats, cannot be ignored or treated selectively. The rule of law is weakened when this council acknowledges security imperatives in some contexts while dismissing them in others. Addressing such concerns consistently and without selectivity is not an exception to international law. It is a requirement of it. Mr. President, restoring confidence in the rule of law requires discipline. First, discipline in acting in good faith. Commitments under international law must be honored even when inconvenient. Second, discipline in peaceful dispute resolution. Trust in law grows when institutions are respected and their decisions implemented. Regional and sub-regional organizations play a vital role in this regard. Fully utilizing the Charter, including Chapter 7, and strengthening coordination among UN organs can help close gaps, reduce selectivity, and enhance the effectiveness of peace and security efforts. Third, discipline in multilateral cooperation. Cooperation that ignores development gaps, silences regional voices, or undermines local ownership does not strengthen the rule of law, it weakens it. Voilà. Je pense qu'on a tout suivi, c'est de quoi il a été question. Je reviens un peu sur ce que le ministre du Commerce extérieur a dit, Julien Paluku. Il a dit que, en tout cas, il croit que c'est la dernière rébellion que nous avons, que nous sommes en train de connaître en RDC, parce que il dit que nous sommes en train de couper les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda. Donc, il a dit, il s'est aligné dans la même idéologie du président de la République qui disait, au lieu que les grandes puissances puissent traiter avec le Rwanda, que les grandes puissances puissent traiter avec la RDC, qui est même la source. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi appelle la RDC le pays solution. Chaque fois, vous allez, ce n'est pas un secret de polichinelle, le président Félix Tshisekedi voyage beaucoup. Alors, et partout là où il va, il dit la même chose. La RDC est un pays solution. Il dit comment on a tous les minéraux possibles pour pallier aux problèmes du monde. Et c'est dans cette idéologie qu'il veut faire convaincre à ces grandes puissances de traiter directement avec la RDC au lieu de passer par le Rwanda qui est en train de tuer. Alors, sur ce point-là, dire que nous sommes en train de couper toutes les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda, le gouvernement est en train d'essayer de le faire. Mais est-ce que c'est ça même la solution? Est-ce que après ça, c'est ça, il y aura plus de guerre? Premièrement, je dois vous dire, c'est pas un secret, c'est une réalité. On n'a pas que les M23 avec lesquels nous traitons, nous devons faire face. On n'a pas que les M23. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, on a plus de 120 groupes armés à l'Est, en RDC. Des groupes qui créent l'insécurité, des groupes qui créent l'insécurité dans notre pays, des groupes qui sont utilisés pour piller les minéraux congolais. Alors, dire que d'abord c'est la dernière rébellion, déjà c'est faux parce que il y en a déjà beaucoup. Aujourd'hui, on est en train de se focaliser sur les M23 parce qu'ils ont occupé nos terres. Mais que dire de ces groupes-là, des ADF? Que dire de la milice Codeco? Que dire de la milice Mapi? Que dire de la milice Zahir? Que dire de la milice Mobodo? Il y en a tellement nombreuses. Et je peux vous garantir que toutes ces milices ne travaillent pas en collaboration avec le Rwanda. Il y a des milices qui sont là. Quand le président Félix
Tshisekedi récupérait les carrés miniers. C'est ainsi qu'on avait découvert qu'il y avait des groupes qui travaillaient même pour la Corée du Sud. La Corée du Sud avait ses troupes en RDC. Donc, la Corée du Sud a financé des jeunes gens pour travailler et exploiter les minéraux congolais et expédier cela en Corée du Sud. Je m'excuse. Il y a beaucoup de groupes qui sont en RDC qui ne dépendent pas du Rwanda. Il y en a beaucoup qui travaillent pour des pays, pour des grandes puissances. Il y a ceux-là qui travaillent pour eux-mêmes. Donc, dire déjà que c'est la dernière rébellion, là, c'est faux. J'ai dit d'abord déjà que c'est faux par rapport à ça, parce qu'on n'a pas que les M23. Je reviens sur ce qu'il a dit, de couper maintenant, parce que la solution est de couper les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda. Un peu comme je l'ai dit dans l'idée de traiter directement avec la source, comme le président de la République ne cesse de le dire. Le président, si tel est le problème, si telle est la solution, c'est-à-dire la RDC doit encore revenir à la Chine. Et pourtant, on est en train de jouer avec le feu. Je l'avais dit l'autre fois sur décryptage politique. On a signé des deals. Avant même de signer les deals avec les Américains, en 2008, c'était Joseph Kabila qui avait eu cette audacité de signer un accord avec la Chine parce que les Américains avaient supprimé ou avaient mis fin à l'influence de la Chine en RDC depuis les années 1967. Depuis lors, les États-Unis ne voulaient pas la Chine en RDC. Ça a toujours été le cas. Jusqu'en 2008, quand Joseph Kabila a signé cet accord historique, soi-disant, entre la Chine et la RDC. Et de ces accords-là, la Chine est en train de voler, de piller les minéraux congolais. Selon le rapport de l'inspection générale des finances, la Chine devrait commencer à financer la RDC, devait investir en RDC, devait construire des infrastructures en RDC. C'est par cette façon que la Chine devait récompenser pour le pillage des minéraux congolais, chose qui n'avait jamais été faite. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs sur décryptage politique, comment Félix Tshisekedi, après avoir lu le rapport de l'IGF, lui-même il est parti, il s'est rendu en 2023 en Chine pour réclamer les dus, la redevance de la Chine envers la RDC. Il n'a pas reçu l'argent. La Chine, le président chinois a préféré donner des armes à la RDC. En 2023, vous l'avez déjà vu, c'était passé à la télé. On a reçu des armes au lieu de recevoir de l'argent, au lieu de recevoir des ingénieurs chinois pour améliorer les infrastructures en RDC. Ça n'a jamais été le cas. Alors, le président a déjà traité avec les Chinois et le président a maintenant signé des accords avec les Américains. Les Chinois ne traitent pas seulement avec nous. Ils ont déjà signé cet accord en 2008, mais ce n'est pas seulement ça. Ils reçoivent aussi des minéraux de la part du Rwanda. Les minéraux qui vont au Rwanda partent directement en Chine à partir de l'océan, soit ils vont en Afrique du Sud, et de l'Afrique du Sud, ils partent vers la Chine. C'est comme ça, c'est ce schéma-là. Voilà pourquoi dans les accords qui ont été signés entre Félix Tshisekedi et Donald Trump, on veut arrêter ce schéma-là. On ne veut pas que les minéraux puissent quitter le nord et le sud Kivu pour se diriger vers le Rwanda. On veut construire des routes, voire des chemins de fer, pour que les minéraux puissent quitter le nord et le sud Kivu, descendre directement au Lualaba. À partir du Lualaba, ça va aller vers la Zambie, et de la Zambie, ça ira par chemin de fer au port de Lobito en Angola, et de là, ça ira vers les États-Unis. Donc, on veut arrêter cet approvisionnement en minerais de la Chine. On veut arrêter ça, cette chaîne-là d'acheminement des minerais stratégiques de la RDC vers le Rwanda. On ne veut pas arrêter ça, mais on veut diminuer cela, que ça puisse aller plus vers le corridor de Lobito que d'aller vers le Rwanda.
C'est ce qui est en train de se passer. Alors, dire que non, on est en train de couper les branches. La Chine, elle a déjà des minéraux, des grandes sociétés. Tenke Funguru, mais c'est pour les Chinois. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de sociétés chinoises qui traitent des minéraux en RDC. Mais la Chine aussi, à part ça, reçoit des minéraux à partir du Rwanda. L'un des avantages du Rwanda, c'est que le Rwanda a ses fonderies. Le Rwanda traite des minéraux. Traite les minéraux et puis les expédie comme étant pas des minéraux bruts, mais des cathodes de cuivre et même d'or. Vous voyez, donc ils ont déjà ajouté, ces minéraux ont déjà une valeur ajoutée. C'est-à-dire, sur le marché international, quand les mêmes minéraux qui proviennent de la RDC sont des minéraux bruts, quand c'est expédié à partir de la Chine, ça a une valeur ajoutée, c'est plus cher parce que les Rwandais ont déjà travaillé ça, ils ont des machines qui travaillent déjà ces minéraux-là. Alors eux, quand même s'ils décidaient de vendre, ils reçoivent beaucoup plus d'argent que nous. Voilà pourquoi Paluku parlait de l'exportation des minéraux qui valait 70 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à 2 milliards parce que le Rwanda exploite les minéraux congolais, les travaille et les revend. Vous comprenez un peu cette situation. Alors, la Chine, elle est là déjà. Alors, si vous dites que on est en train de travailler avec de traiter directement, mais on traite directement avec la Chine, qu'est-ce qui se passe avec la Chine? La Chine nous utilise et la Chine utilise aussi le Rwanda. Alors, qu'est-ce que nous pouvons espérer? La Chine est même derrière, je vous l'avais passé derrière, je vous l'avais passé sur l'équipage politique, la Chine est derrière les M23, les sujets chinois qui avaient été interpellés par les agents de l'ANR, qui avaient avoué avoir donné plus de 1 million de dollars aux Chinois, aux M23. Si la Chine est derrière les M23, c'est que cette situation, cette crise sécuritaire qui se vit à l'est du pays profite à la Chine. La Chine gagne plus avec les Rwandais qu'avec la RDC. Alors, on peut traiter avec la France, on peut traiter avec les États-Unis, mais aussi longtemps que la Chine, elle est là, elle est présente, elle va toujours traiter avec le Rwanda. Donc, le Rwanda aura toujours un partenaire, pas n'importe quel partenaire, le premier pays au monde en matière économique, la Chine, qui traite avec le Rwanda. Donc, le Rwanda aura toujours des pays qui vont le soutenir, des pays qui seront derrière le Rwanda. Et ce n'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de pays il y a des gens là-bas. Je quitte même les pays au sein de notre gouvernement. Combien de personnes sont en train de sponsoriser ces rebelles-là qui sont dans notre pays? Je vous l'avais dit l'autre fois sur décryptage politique. Willy Kishiki, qui est député national, c'est lui le chef des M23. On lui a posé sur la chaîne de télévision, Télé 50, est-ce que ces Wazalendo ne pourront pas être une menace de demain? Il a dit c'est une possibilité. Si ces gens ne sont pas pris en charge par le gouvernement, si le gouvernement ne veut pas veiller à prendre en charge ces gens, c'est une possibilité que ces gens deviennent une bombe à retardement de demain. C'est-à-dire que ces gens, que ces Wazalendo deviennent des rebelles. C'est une possibilité. Ce monsieur, il avait même dit qu'il est prêt à abandonner son poste de député pour ce mouvement-là des Wazalendo. On sait tous qu'en RDC, quand vous avez une armée, vous êtes les plus forts. C'est ce qui donne la force à ces gens-là, à ces jeunes gens de Wazalendo. Aujourd'hui, les Wazalendo sont divisés. Il y a ceux-là qui se battent encore, qui sont encore patriotes, qui se battent encore pour les causes pour l'intérêt des Congolais, mais il y a ceux-là qui se sont déguisés, qui sont devenus des rebelles. Je vous ai passé aussi sur des clips politiques l'autre fois quand il y avait des Wazalendo qui avaient tué quelqu'un parce qu'ils ne voulaient pas payer soi-disant des impôts. Juste pour traverser un pont, vous devez payer des impôts. Le monsieur a dit non, ils l'ont jeté par-dessus le pont. Le monsieur s'est noyé dans la rivière, il est mort sur place. Vous voyez. Alors, avec tout ça, vous voyez que
l'ennemi du Congo, ce ne sont pas seulement ces pays-là qui sponsorisent les miliciens, mais on a aussi des gens qui sont dans le gouvernement qui ne devaient pas être là. Alors, c'est bien de traiter avec ces gens-là, ces grandes puissances, mais on va voir où est-ce que vous allez profiter. Si vous profitez plus en traitant avec la RDC ou bien avec le Rwanda. Ça sera toujours comme ça. Le Rwanda offre quoi? À moins cher des produits qui sont déjà travaillés. Mais la RDC offre quoi? Ok, des minéraux qui sont encore bruts. Alors, on préfère aller où? C'est ça. Ils auront maintenant un choix. Décider. Hein? Et puis, pas seulement ça, nous devons revoir notre gouvernement. Il faut qu'il y ait ratissage. Ratissage dans le gouvernement, ratissage dans l'armée. Il faut qu'il y ait remaniement de l'armée. On a encore beaucoup de choses. C'est ce qui me ramène à la deuxième vidéo que je vous ai passée. Le monsieur là, le Rwandais, il a dit au gouvernement américain, là nous sommes au Congrès, il a dit ceci, c'était en anglais, il a dit le système, la loi de la guerre existe encore, le système qui punit les faibles, pendant que on excuse les plus forts, la souveraineté n'est pas la loi, la souveraineté d'un État n'est pas négociable. Donc, le monsieur dit des choses qui sont réelles pour encourager ce que le Rwanda fait. Aussi longtemps qu'on sera faible, on sera toujours utilisé et le plus fort sera excusé. C'est la réalité. Donc, c'est à notre gouvernement de prendre des dispositifs pour veiller à ce que notre armée, qu'on puisse faire le ratissage dans le gouvernement et dans l'armée, qu'on mette les personnes qui travaillent pour le Congo, pour diriger le Congo, les personnes qui peuvent changer le Congo, qu'on les mette à leur poste, même dans les gouvernements, que les personnes qui ne travaillent pas pour les Congolais, ces gens-là puissent quitter. C'est avec ça qu'on peut même parler de mettre fin à toutes ces rébellions qui existent en RDC, je m'excuse. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.